Bonjour. J'ai au moins 2 défis à relever. C'est présenter en 10 minutes et après d'imminents orateurs qui sont passés avant moi. Et maîtriser la technique. Quelqu'un peut m'aider? Merci. Alors je vais tenter de vous montrer, mais avec beaucoup d'images parce qu'on est sur le chantier, de vous présenter comment le service de santé au travail du BTP du Rhône a participé à l'amélioration des conditions de travail des maçons coffreurs, monteurs de tours d'étaiement. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer tout ça. Alors, pour planter le décor, l'histoire se passe sur le chantier du grand stade de l'Olympique lyonnais à Lyon. Le stade est un stade privé, donc c'est l'Olympique lyonnais qui est le maître d'ouvrage. Le constructeur est Vinci. Les travaux ont commencé en novembre 2013 et vont durer jusqu'en janvier 2016, puisque le stade doit être terminé pour l'Euro 2016 au mois de juin. Ce stade aura une capacité de 58 000 spectateurs. C'est un chantier assez démesuré avec 16 grues, de nombreuses grues mobiles aussi. En période de pointe, 1000 salariés sont présents sur des entreprises aussi bien locales, régionales, nationales et internationales. On parle toutes les langues sur le chantier. Le temps est compté, un peu comme à moi d'ailleurs, et la livraison, je vous ai dit, était prévue en janvier. Alors, le décor étant planté, je vais essayer de vous décrire, toujours pareil avec beaucoup d'images, vous allez voir, le poste de travail du maçon coffreur monteur de tours d'étaiement. On nous a demandé des mesures, un peu comme on demande des seuils dans la pénibilité, on nous a demandé des mesures, et ensuite on a participé à tenter de réduire la pénibilité à ce poste-là. Alors une tour d'étaiement sur le chantier, on en avait énormément forcément. Pour rappel, c'est un coffrage temporaire pour des coffrages horizontaux ici. Donc on en avait de toutes les sortes, de toutes les formes. La spécificité, c'est qu'on en avait des très hauts, jusqu'à 16 mètres de haut. Les entreprises qui intervenaient pour monter ces coffrages de tours d'étaiement étaient des entreprises privées sous-traitantes de chez Vinci, avec du personnel intérimaire et du personnel étranger, bien entendu. La méthode de travail que nous avons utilisée, des entretiens au poste de travail, des salariés et des compagnons, des observations qu'on dit ouvertes en méthode d'ergonomie, parce que nous avons travaillé avec des ergonomes, et puis des enregistrements de cardiofréquencemétrie sur la journée de travail et la nuit, j'en reparlerai tout à l'heure. Ensuite, les résultats que nous avons trouvés, nous avons mis en discussion avec les services de prévention du chantier du Grand Stade, mais aussi avec nos partenaires que sont l'OPP-BTP, la CARSAT et la Direct. Alors, plutôt que des grands discours, je vais vous passer directement aux photos de qu'est-ce que c'est que l'activité d'un maçon coffreur monteur de tours d'étaiement. Qu'est-ce qu'il fait? Il transporte les planches de coffrage. Vous allez me dire, comme dans n'importe quel autre chantier, seul ou à deux. La seule chose, c'est qu'ici, on est sur un chantier complètement démesuré, donc les distances sont absolument impressionnantes. Au podomètre que l'on avait mis, il y avait jusqu'à 20 km par jour, avec port de charge, bien entendu. Ensuite, il transporte les éléments des tais, les étriers, les planchons, les planches, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Il utilise généralement ses jambes, ses bras, ses épaules, son dos, ce qu'on vient de voir. Il utilise généralement pas grand-chose en aide technique. Il a vous pouvez quand même constater, un transpalette manuel pour tout simplement tirer, pousser, tirer, enfin bref, il galère toute la journée. Une fois que le poste est approvisionné, il continue à tirer et pousser puisque les tours d'étaiement peuvent être ripés d'un poste à un autre, ce qui évite de les démonter et de les remonter. Ensuite, le montage de la tour d'étaiement en elle-même, c'est pas très compliqué, on m'a expliqué, ancestral. Il y a un salarié qui est en bas, un autre salarié qui est en haut de la tour, enfin au fur et à mesure qu'il monte. Celui qui est en bas de la tour approvisionne les éléments. Celui qui est en haut de la tour tire sur des cordes ou des sangles pour faire monter les différents éléments et les assembler une fois qu'il est en haut.
Alors ça, c'est bien simple vu comme ça, si ce n'est que celui qui est en haut, quand on les observe et qu'on les regarde travailler, c'est une vraie araignée, c'est-à-dire qu'il est dans sa toile et il passe son temps à descendre, à monter, à descendre, à monter, à monter, à descendre. Voilà. C'est absolument impressionnant de les voir travailler. C'est un poste qui est pas très connu parce que c'est des sous-traitants qui interviennent un petit peu dans l'ombre, et dans un gros chantier comme celui-ci, en fait, souvent c'était des gens qui se sentent pas forcément faire partie du chantier. Parfois ils peuvent se mettre à trois, c'est-à-dire qu'il y en a un qui se met au milieu de la tour et qui fait passer les différents éléments nécessaires pour le montage du coffrage. Voilà, des conditions, comme vous avez pu le voir, assez compliquées. Pour démonter la tour, on pourrait s'imaginer que c'est plus simple. C'est pas plus simple. Il faut remonter en haut et il faut tout lancer les éléments. Quand je dis lancer, c'est ils balancent bien. Je suis désolée, mais c'est vraiment ça. Donc on a fait des mesures de nuisance sonore et on arrivait à des doses absolument incroyables de bruit. Et puis une fois qu'ils ont tout balancé en bas, comme ils nous disent, ils les transportent pour les ranger dans des paniers, avec des postures et des contraintes assez importantes. Donc les contraintes retenues, vous l'avez compris, c'était les manutentions manuelles d'éléments de tour, bien entendu. Les aides techniques, vous avez vu, elles étaient extrêmement limitées. Il y avait des sangles, il y avait quelques cordes, quelques manutentions aidées par des transpalettes manuelles. Alors j'exagère un peu parce que de temps en temps ils utilisent la nacelle, mais essentiellement pour faire des éléments de contrôle. Et puis vous allez me dire que sur ce chantier, tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait de nombreuses grues. Malheureusement les grues elles sont pas dévolues à cette activité-là, et pour avoir quelques coups de grue, il faut les négocier avec le chef de chantier de chez Vinci. Ensuite, il travaille en grande hauteur. Je vous ai dit qu'il pouvait monter jusqu'à plus de 16 mètres de haut. Il travaille bien entendu aux intempéries. Alors, on est dans une région assez ventée sur Lyon et ils sont en plus dans un couloir très venté. Donc, c'était pas forcément simple tous les jours. Les tâches sont morcelées, comme je vous disais. Ils sont très souvent obligés d'arrêter la tâche qu'ils sont en train de faire pour aller faire une autre tâche, de monter, de descendre, compagnie. Voilà. Donc, la charge physique au poste de travail apparaissait très intense. Les rapports qu'on avait donnés nous semblait suffisant, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il leur fallait des chiffres, donc on a fait des cardiofréquencemétries. Pourquoi on a utilisé la cardiofréquencemétrie, excusez-moi? Alors, on a fait des cardiofréquencemétries sur 24 heures de travail. Je vais peut-être enlever le... Voilà. Sur 24 heures de travail, pourquoi on les fait sur 24 heures? Parce qu'on enregistre la fréquence cardiaque de nuit qui nous sert ensuite de fréquence cardiaque de référence. Nous avons aussi utilisé des méthodes d'analyse de l'activité de travail tout au long de la journée pour après pouvoir découper nos courbes de fréquence cardiaque en fonction des différentes activités. Je vous ai dit, ils avaient beaucoup d'activités différentes, donc c'est important de nous de faire ressortir les activités qui avaient un coût cardiaque qui était un peu plus important. Nous avons utilisé la méthode du coût cardiaque relatif et la grille de pénibilité du professeur Chamou que je remontrerai après tout à l'heure. Alors, beaucoup de salariés ont été volontaires, bien entendu, pour passer le cardiofréquencemètre. Ils étaient tous en bonne santé, sans pathologie cardiovasculaire ou de traitement susceptible de modifier la fréquence cardiaque. L'âge n'avait pas d'importance pour nous. Ils étaient forcément au poste de maçon-coffreur de Tour des Téments. Et nous avons réalisé ces mesures sur les jours que vous pouvez voir apparaître. Beaucoup étaient volontaires. Nous n'avons fait que 5 cardiofréquencemétries. Pourquoi? Parce que... au vu de ce que l'on a trouvé comme résultat, que je vais vous montrer après, on s'est demandé s'il fallait aller plus loin et puis de savoir s'il ne fallait pas passer à l'action tout de suite parce que justement on était pressé par le temps. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, faire de la prévention, c'est bien, mais ils ont aussi un objectif, c'est faire de la production, et le temps nous est extrêmement compté sur ce chantier-là, donc il fallait aller très très vite. Donc nous avons réalisé que 5 cardiofréquencemétries, on est bien d'accord, ça n'a pas une valeur, on va dire, scientifique, quelle que soit. Donc nous avons utilisé la formule du coût cardiaque relatif d'après le professeur Alain Chamou. Elle apparaît dans le rectangle. Et nous utilisons aussi la grille de pénibilité avec 6 niveaux de pénibilité, de léger à excessif. Et vous verrez que malheureusement, nous n'avons pas eu à utiliser beaucoup les 3 derniers niveaux de difficulté. On est plutôt dans l'excessif, le lourd et le très lourd. Alors, plutôt que de m'arrêter sur cette diapositive, parce que j'ai très peu de temps, je vais vous montrer tout de suite les résultats que l'on trouvait. Alors, j'ai volontairement aussi pris 4 sur les 5.
Apparaît dans la première colonne l'âge du salarié. Dans la deuxième colonne, comme je vous disais, les différentes phases de travail qu'on a découpées lorsqu'on les a observées. Dans la troisième colonne apparaît le coût cardiaque relatif en pourcentage. Dans la dernière colonne, l'évaluation selon la grille du professeur Chamou. On a rajouté des codes couleurs, en vert le modéré, en jaune le plutôt lourd, en orange le lourd. Je suis désolée, ça paraît pas très bien. En rouge le très lourd et en excessif, alors là on ne le voit pas très bien, carrément un petit peu plus en marron. Le salarié de 23 ans était très athlétique et finalement ce qu'on a trouvé lourd sur sa journée entière de travail, c'était correct. Après les autres, celui qui avait 29 ans, 53 ans et 35 ans, on est tombé sur des chiffres absolument faramineux. Donc là, on s'est dit, est-ce qu'on a le droit de continuer à faire nos gentilles fréquences cardiométriques comme ça, ou est-ce qu'il ne faut pas se mettre au travail et puis voir ce qu'on peut faire pour améliorer les choses et diminuer la pénibilité. D'où le nombre aussi de que 5 cardiofréquences-métrie, parce qu'on s'est dit, il faut vraiment passer à l'acte et passer au travail. Je vous ai juste mis ces 3 petites courbes là, donc c'est la courbe de fréquence cardiaque sur toute la journée de travail. La grande barre noire, c'est le temps de midi. On avait vite vu que l'après-midi, ça tapait beaucoup plus au niveau fréquence cardiaque que le matin. Donc la pause méridienne n'était sûrement pas assez suffisante. Beaucoup des salariés étaient des salariés polonais. Et alors j'ai appris qu'en Pologne, le temps de repas était très court. On s'arrête un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'en fait, la journée de travail se termine à 15h30 et c'est à 15h30 que l'on mange. Donc quand ici, ils ne voulaient pas s'arrêter plus longtemps et que ça expliquait qu'ils s'arrêtaient vraiment très peu de temps à midi. La seule chose, c'est qu'ils finissaient pas à 15h30, mais à 17h30 ou même plus. Alors, quand on a eu récolté toutes ces informations-là, bien entendu, on les avait pas gardées pour nous. Et comme je vous disais, on a travaillé en partenariat avec les services de prévention de chez Vinci du stade, l'OPPBTP, la CARSAT, la Direct, mais aussi les entreprises qui étaient présentes sur le stade et les fournisseurs de matériel qui amenaient le matériel sur le stade. Donc c'était vraiment une concertation commune tous ensemble et c'est vraiment intéressant pour apporter chacun de notre niveau aussi bien des solutions humaines, organisationnelles que techniques. Alors, nous avons, nous avons travaillé, donc je vous le disais, avec les entreprises. Et nous avons pu travailler sur l'organisation du travail lui-même. Nous avons pu allonger certaines périodes de travail et diminuer un petit peu, on va dire, la rentabilité sur une journée de travail. Mais on a pu le faire parce que justement, on a apporté des résultats qui étaient un peu catastrophiques. Et puis, on a pu discuter tous ensemble. Donc, que ce soit les entreprises où il y avait les intérimaires ou aussi bien le groupe Vinci, tout le monde a pu se mettre d'accord dessus ces temps de travail. Comme je vous disais tout à l'heure, on a parlé de la pause déjeuner aussi. On a essayé d'expliquer aux salariés de prendre une vraie pause déjeuner et de se reposer pendant la pause déjeuner pour pouvoir mieux récupérer. On a travaillé aussi sur la composition de l'équipe de travail avec les intérimaires et les embauchés. Et on a essayé de faire augmenter le nombre de permanents et de faire diminuer le nombre d'intérimaires. Ça a fonctionné dans certaines équipes, ça n'a pas fonctionné dans d'autres équipes. Voilà, on est allé sur plein de petits points comme ça différents. Savoir aussi que le chantier, je vous ai dit, c'est un très grand chantier. Il y a une navette qui prend les salariés à la base vie et qui les emmenait sur leur poste de travail. Toujours pareil, l'ambiguïté entre le groupe Vinci et puis ses sous-traitants, c'est de dire que les sous-traitants disaient la navette elle n'est pas pour nous. Donc ils allaient, et d'ailleurs quand je vous ai montré les résultats, ils allaient à pied jusqu'à leur poste de travail. Et donc pendant cette phase-là, des fois on avait des fréquences cardiaques qui montaient de façon très importante. Donc on a essayé de travailler avec les salariés en disant la navette elle est aussi pour vous. C'est paraît tout bête, mais il faut le dire de temps en temps. Voilà. Donc les propositions ont été faites aussi bien aux compagnons, à l'encadrement de chantier, aux directions des entreprises concernées, bien entendu. Et on a beaucoup travaillé sur la représentation qu'ils avaient de leur travail. Donc on a travaillé en salle pour essayer de faire avancer les choses, mais on a aussi beaucoup travaillé au poste de travail avec les compagnons. Voilà. Donc c'était vraiment une expérience très enrichissante, bien entendu. Du point de vue technique, nous avons travaillé aussi avec des fournisseurs de matériel. Est-ce que vous pourriez conclure ? Oui, tout à fait. Donc on a travaillé avec des fournisseurs de matériel et je vais vous montrer le matériel technique le plus innovant qui est arrivé. C'est ce qu'on appelle un monte-tour d'étaiement. Alors ça c'est assez important
Parce que c'est un matériel qui a été mis au point. Vous allez me dire, il n'a rien de révolutionnaire ce matériel-là. C'est un transpalette électrique à laquelle on a rajouté des fourches un peu plus longues. Mais pour rajouter des fourches un peu plus longues sur un transpalette électrique comme ça, eh ben, il faut passer par des homologations, enfin, c'est très, très, très compliqué. Et l'entreprise, alors je vais la citer, hein, mais l'entreprise Alfi a fait cette démarche-là et a révolutionné le montage de la tour d'étaiement. C'est-à-dire qu'au lieu de monter la tour d'étaiement par le haut, comme je vous ai montré, maintenant on va la monter par le bas. C'est-à-dire qu'on commence par l'élément le plus haut, on lui met toutes les sécurités, on prend le monte-tour, on charrie la tour et on va monter les éléments dessous. Il fallait y penser, mais il y a un jeune ingénieur dans un bureau d'études quelque part qui a pensé et qui a mis en œuvre ça. Donc les salariés ne travaillent plus en hauteur. Ils ne travaillent plus avec les bras surélevés. Ils travaillent au sol. Je vous garantis que ceux qui ont essayé ce monte-tour, ils étaient absolument ravis, ravis, ravis. On a parlé plein de choses, plein d'études techniques pour ce poste-là, et c'est vraiment celui-là qu'on a retenu et qui a montré. Il est parti là sur un gros chantier au Luxembourg pour l'instant. Voilà, moi ce que je voulais redire, c'est que nous avons travaillé tous ensemble. Les photos. Merci.